Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, une demi-heure consacrée à l'éducation de vos enfants. À chaque fois, une thématique forte, une initiative sur le plan local et ou national avec Alix Nguyen. Alix. Salut. On est bien ou pas? On est bien. On est pas mal. On y va pour le sommaire de cette nouvelle émission. Pas une semaine décidément, sans que l'on évoque le harcèlement scolaire, mais le harcèlement, cela existe également entre professeurs. De quoi parle-t-on? Comment cela se traduit au quotidien? Avec quel impact pour les victimes et les proches des victimes? Élément de réponse avec notre invité dans un instant. Pourquoi ce sujet est-il aussi sensible en France? Comment briser ce tabou? Que fait l'éducation nationale? Et quelles actions concrètes pour sensibiliser et prévenir toutes ces situations? Là aussi, on voit ça avec notre invité Alix Nguyen. Oui, je vous parle d'un podcast dédié à la problématique du harcèlement. Et ce sera dans une dizaine de minutes au cœur de l'expression orale que voici. Bonjour Guillaume Delaby. Bonjour Patrick. Merci d'être avec nous. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur d'anglais en CPGE, classe préparatoire effectivement aux grandes écoles. C'est au lycée Saint-Louis. D'où vous venez à l'instant. Merci d'être venu. J'arrive à l'instant. Ouais. Président de l'association, alors on dit quoi? On dit Helpen ou on dit Help EN, Éducation nationale? C'est un peu comme vous voulez, mais Helpen est très très bien. Oui, j'ai l'impression que ça s'est un peu américanisé. Oui, tout à fait. Helpen. On sait un petit côté. Mais à la base, c'est vrai que c'est Help EN, oui. Help Éducation nationale. C'est un appel à l'aide. Quelle est la genèse d'Helpen? Alors, la genèse d'Helpen est plusieurs rencontres très heureuses entre eux. Alors, ça s'est passé au départ boulevard Pasteur à Paris, entre deux lycées, le lycée Buffon et le lycée Fresnel, où deux professeurs qui ont subi des années de harcèlement se sont rencontrés, presque par hasard, mais en fait à l'initiative d'une psychologue de la Maison du Travail, donc une psychologue clinicienne. Et donc je parle de moi-même et de l'actuel secrétaire général de l'association, Pascal Arthuis. Et on s'est rencontrés, on s'est raconté nos malheurs et notre solitude extrême face à une institution qui ne voulait pas tellement entendre parler de nous. Et dans les deux cas, un jour, on s'est revus, c'était au moment où j'étais allé voir mes nouveaux collègues dans mon lycée actuel, et je l'ai vu le lendemain, et je lui ai raconté donc une histoire absolument invraisemblable qui m'était arrivée la veille. Et on a tapé du poing sur la table, on a dit, bon, ce qui nous est arrivé, on va essayer de faire en sorte que ça n'arrive pas à d'autres personnes. On a eu plus jamais ça, quoi. Plus jamais ça, il faut qu'on fasse quelque chose. C'est ça. Et la plus grande souffrance, c'est le manque d'information au départ. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une espèce de dédale très kafkaïen d'ailleurs, d'informations contradictoires, de renvois de ballons. En fait, on nous perd dans un labyrinthe duquel il est impossible de sortir. Et la situation s'aggrave chaque jour qui passe parce que le harcèlement pourrait être évité dans la plupart des cas, qu'il soit scolaire, etc., ou qu'il soit moral, dans le secteur privé comme le secteur public. Il peut être évité à la condition qu'on agisse extrêmement vite et de façon très méthodique, coordonnée. Et c'est malheureusement ce dont on a souffert. Guillaume, alors je précise, puisque vous l'avez évoqué effectivement, votre ancien établissement, c'est le lycée Buffon, vous êtes resté de 2019 à 2021 là-bas. Qui vous a harcelé et surtout comment ça a commencé? Alors je suis arrivé au lycée Buffon en 2016 en fait. Je suis arrivé après 8 ans au lycée militaire de Saint-Cyr, établissement qui est assez connu parce qu'il fait aussi l'objet de pas mal de débats dans les médias. Je suis arrivé au lycée Buffon, c'était l'établissement de mon quartier et on m'a donné la responsabilité de 240 élèves, donc de 5 classes. Quand on est professeur d'anglais, on n'a que 2 heures par semaine. Et donc, face à des collègues de mathématiques, par exemple, qui ont environ 13 ou 14 heures par semaine, où ils voient une seule classe, donc 48 élèves, nous, on est exposés à l'ensemble de l'établissement. Alors, ça s'est très, très bien passé pendant 3 ans. Et un jour, tout allait bien. En tout cas, moi, de mon côté, tout allait bien. Je pense que tout allait bien de partout. J'étais le disc jockey du lycée. On faisait des petites fêtes entre collègues. C'était la belle vie. D'accord. Qu'est-ce qui a fait que ça a basculé alors? Ça a basculé un jour où une collègue de mathématiques de première année m'a, je ne sais pas pourquoi, elle a voulu me faire une confidence au détour comme ça, d'une conversation. Et elle me dit, oui, je cumule beaucoup d'heures, et puis quand je ne peux pas les faire, mon époux vient les faire pour moi. Et je me rappelle avoir, mais comme un enfant dirait à son papa une phrase un peu choquante, j'ai dit, mais t'es sûr que c'est possible ça, moralement, éthiquement? Et elle m'a regardé d'un regard très noir et elle m'a dit « mais c'est légal ». Et elle a tourné les talons. Et à partir de là, je me suis dit « zut, j'ai dû dire une bêtise ». Et j'ai laissé passer.
Et arrive janvier 2020, je commence à recevoir des mails de collègues et des communications téléphoniques de collègues qui me disent « Dites donc, chers collègues, la collègue de mathématiques balance du lourd sur vous. Elle vous accuse de... Enfin, elle t'accuse, parce qu'on se tutoie pas mal, elle t'accuse de malversation financière, elle t'accuse de propos sexistes, elle t'accuse de tout ce qu'on peut faire de mal pour qu'un collègue puisse pas se défendre. En général, les accusations sont toujours les mêmes, c'est sexisme, propos racistes, incapacité à travailler en équipe, seul prof d'anglais dans toute une prépa avec 240 élèves, ce serait embêtant, et bien sûr, malversation financière. Et ça s'est tout de suite, très très vite envenimé, parce que, moi, je n'ai pas voulu en tenir compte. Moi, je proposais de partager les heures que j'avais en trop avec l'ensemble de la prépa, dans des temps de disette budgétaire. Et la collègue s'est sentie probablement en défaut. Elle m'a donc accusé de malversation financière, tout en ayant l'autorisation, tenez-vous bien, de la part de sa proviseure, de distribuer une centaine d'heures supplémentaires, grassement payées. Or, lorsqu'elle a eu cette enveloppe de distribution d'heures supplémentaires, elle en a pris 60 pour elle, elle a laissé les 40 pour les 5 classes. Moi, je n'ai rien dit, mais je pense qu'elle s'est sentie en défaut. Et tout de suite, elle a commencé à m'accuser. Et elle a attendu le pire moment pour commencer ces accusations, pour que je ne puisse pas me défendre, c'est le moment où je partais en congé paternité pour la naissance de mon deuxième enfant. Je reviens, j'essaie d'être courtois, j'essaie vraiment d'agir avec la plus grande courtoisie, mais le mal était fait. Et à partir de là, la proviseure, qui donc s'appelle Catherine Guay-Boisson, qui a été reconnue responsable de cette situation de harcèlement, a commencé à me tomber dessus en ne me payant pas. Un jour de grève d'école, elle m'a forcé à emmener mon enfant dans une salle de classe, il avait 2 ans. Elle a cassé mon congé paternité, mon enfant avait 2 semaines, elle a cassé mon arrêt paternité, elle m'a non seulement fait travailler à la veille du confinement, mais en plus, elle ne m'a pas payé en déclarant que j'avais fait un congé paternité. Et là, tout de suite, j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait un problème. Je me retrouve convoqué chez le secrétaire administratif du lycée qui me dit « Dis donc, la collègue, Cumularde, elle balance sur toi, elle dit que tu racontes à tout le monde que tu as des faveurs de la part de la direction. » Et à partir de ce moment-là, en fait, j'ai fait l'objet d'un tir croisé de la part d'un secrétaire, de la proviseure et de la collègue de mathématiques. Cette collègue de mathématiques, au même moment, les collègues commencent à me dire « Mais tu sais qu'elle cumule toutes les fonctions possibles. Elle fait prof de maths, elle fait prof d'informatique, elle fait une bonne dizaine d'heures supplémentaires, elle se sert dans l'enveloppe, etc., etc. » Et en fait, on a assez rapidement compris avec le syndicat, qui me suivait, que c'était en fait tout simplement une bête histoire d'argent. Et donc, alors moi, tout de suite, mon premier réflexe, c'est « Mais l'argent, enfin, c'est bon, on est des fonctionnaires, etc., etc. » Et arrive le confinement de 2020. Et pendant 3 mois, on est tous donc confinés. Vous vous souvenez de cette époque très particulière où on faisait cours en ligne. Et alors que je faisais mes cours en ligne avec mon enfant qui en plus était malade, mon deuxième enfant qui était un petit peu malade pendant 1 an, elle a poursuivi ses accusations non seulement auprès de la direction, de Madame Guay-Boisson, auprès du secrétaire administratif qui, lui, commençait à se tromper dans mes déclarations d'heures, et auprès, le pire et le moralement plus répréhensible, auprès des élèves. Et quand on touche le prof d'anglais, ça ne touche pas 48 élèves et la classe, ça touche les 5 classes de prépa. Et ça a essaimé auprès de tout le monde, jusqu'au moment où il y a eu un conseil de classe en visio en fin d'année, qui terminait le confinement, où là, la collègue de mathématiques a commencé à insulter 2 élèves, à dire « il est idiot celui-là, quel débile ». Et moi j'étais là, je fais « non mais quelqu'un peut recadrer s'il vous plaît là ?» Et la proviseure, bien sûr, n'a rien recadré. Et le lendemain, je me suis pris des accusations de propos sexistes par la collègue, et je me suis pris des menaces de la part de la proviseure qui m'a dit « je vais vous faire convoquer au rectorat ». Et voilà comment a fini la première année. Et vous êtes terminé comment? Sur un plan physique, psychologique? Alors sur un plan physique, j'étais déjà assez affaibli et je ne savais pas que l'année suivante allait commencer. Je suis désolé, ce que je vais vous raconter est du lourd. On arrive donc septembre 2020, là, littéralement ostracisé par une partie de l'équipe pédagogique. Des élèves qui commencent à se rebeller un peu, qui disent « oui, monsieur, vous ne faites pas les heures, on n'arrive pas à avoir cours avec vous ». Et je me rends compte qu'en fait, la collègue de mathématiques avait transformé les emplois du temps pour que ça ne marche plus en anglais, pour que les élèves n'aient plus ce qu'on appelle l'école. En classe préparatoire, ils ont des petites interrogations orales. Une fois, 2 fois, 3 fois. Toute mon équipe, j'avais 10 collègues d'anglais qui étaient mes colleurs, qui étaient mon équipe à moi. Et bien sûr, ça a explosé. Les collègues venaient que pour avoir un peu d'argent, c'était professeurs. Bien sûr, elle a fait exploser tout ça.
Et plus elle aggravait la situation, plus la proviseure me convoquait en disant « Mais vous allez régler le problème, tout ça c'est de votre faute ». Et on a commencé à me donner des tâches impossibles, à savoir organiser l'ensemble de l'emploi du temps de la classe, sachant que la collègue de mathématiques avait tout fait pour que ça bloque. Et là, je commence à me défendre avec un collègue qui montre par A plus B que la stratégie de la collègue était malveillante, que c'était fait pour perturber le bon fonctionnement du service public. Moi, je me range juste derrière, mais vous comprenez que c'est en train de perturber la préparation des élèves de première année et de deuxième année. Les élèves à qui ils s'en prennent? Ils s'en prennent à celui qui n'arrive plus à faire ses cours. Et ça a commencé à me retomber dessus. Et quand on a montré par A plus B que c'était la faute de la collègue, la proviseure m'a menacé, elle m'a hurlé dessus, elle m'a dit mais vous allez vous excuser. Et là, j'ai commencé à m'enfoncer. Mais en même temps, il s'est passé quelque chose d'hallucinant. Samuel Paty a été assassiné. Là, je parle du mois d'octobre 2020. Le jour de la mort de Samuel Paty, la proviseure, qui n'avait rien d'autre à faire, m'envoie un mail d'insulte en disant « Vous avez demandé un emploi du temps, il faut le demander au proviseur adjoint, c'est scandaleux. Vous êtes un grossier personnage. » Or, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais demandé le changement d'emploi du temps au proviseur adjoint. Samuel Paty est assassiné. 3 jours après, je commence à m'effondrer, tout doucement. Et parallèlement à ça, au lycée Buffon, 2 professeurs ont été menacés de mort par des élèves. La proviseure et plusieurs collègues étaient parfaitement au courant de ces menaces qui étaient en ligne. Ils n'ont rien dit aux 2 collègues concernés par ces menaces de mort pendant 3 mois. Au bout de 3 mois, ça a commencé à se voir. La collègue syndicale se fend d'un mail pour essayer de justifier ce qui était injustifiable. Et moi, je dis, mais c'est pas possible, attendez là. D'abord, il y a du harcèlement moral dans ce lycée, il y a 3 collègues qui sont concernés. Il y a ces faits que vous mentionnez dans le mail qui racontent que des profs ont été menacés de mort sans que personne ne fasse rien. Je veux le registre santé-sécurité au travail. Le registre santé-sécurité au travail, bien sûr, n'existait pas. Je le redemande une 3e fois. Et là, la personne qui devait faire le registre, qui était donc l'intendante du lycée, ne l'avait pas fait. Elle écrit un témoignage comme quoi je l'avais agressée dans le couloir. Elle met ça dans un dossier pour la proviseure. Je remplis mon registre santé-sécurité au travail. Et là, tout me tombe dessus. Tout le monde. Tout le monde était pris en défaut. Tout le monde me tombe dessus. Je signale ça dans un mail public à tout le monde. Et un collègue dit « Oh là là, c'est des conflits de personnes ». La collègue avait déjà harcelé d'autres collègues avant moi. Ce n'est pas un conflit de personnes, c'est du harcèlement moral bien systémique. Et quand vous écrivez ce mail, vous vous adressez à qui? À tout le monde, puisque le mail qui relatait les menaces de mort contre les collègues était déjà public. Donc moi, je n'ai fait que répondre. Et au moment où je dis, mais il faut signaler tout ça dans un registre santé-sécurité au travail, la collègue de mathématiques arrive en embuscade et dit, ah ouais, il faudrait aussi signaler les propos sexistes, en parlant de moi. Et là, un collègue prend, dit, ah là là, des conflits de personnes, on coupe. Et donc, incapacité de me défendre. 2 heures après, un dossier est envoyé au recteur de l'Académie de Paris, Christophe Carrero, par ma proviseure. Le lendemain, je suis convoqué au rectorat. Et au harcèlement que je vivais au lycée Buffon, ce harcèlement va devenir un harcèlement bien structuré de la part de l'Académie de Paris. Comment vous l'expliquez ça? Et est-ce que vous avez le sentiment depuis que... Alors déjà, pourquoi vous avez décidé de parler? Parce qu'il y a d'autres cas et on a quand même le sentiment que c'est un milieu très particulier, oui, où bon nombre de professeurs n'ont pas le soutien de leur hiérarchie. Tout à fait. Alors en fait, moi je parle parce que je n'ai plus peur. On m'a bien fait comprendre que ma carrière était finie, que voilà, il faut plus que je compte sur quoi que ce soit. Donc ça ne me dérange pas de parler au nom des collègues qui sont... le fait que le harcèlement a été reconnu par la justice administrative n'a pas changé la donne? N'a fait qu'aggraver les choses. Et en fait, il le fait, alors j'ai compté là, dans 78% des cas parmi nos adhérents de ceux qui ont eu une décision de justice en leur faveur, 93% n'ont pas été suivis des faits. 2 grands domaines, la protection fonctionnelle, qui a donné lieu soit à une hostilité encore plus grande de la part des collègues ou de la part de l'institution, et l'autre grand volet, c'est la maladie. Parce que bien sûr, on tombe malade dans cette situation-là. On appelle ça une maladie professionnelle. Et alors, tout ce que je vous dis là, c'est mon cas, mais c'est surtout le cas de très nombreux adhérents. La maladie professionnelle est reconnue. Le tribunal, parce que c'est des décisions qui prennent 3 ans, ça passe au tribunal. Le juge dit, mais si, il y a maladie professionnelle. Et le rectorat ne fait rien, ne paye pas. Parfois même fait des retenues sur salaire. Alors que le juge a dit, mais vous allez appliquer la loi. Voilà. Alors dans l'Académie de Paris, c'est effarant, mais il y a encore des cas encore plus graves que Paris, où il y a la Normandie.
une sénatrice a décidé de s'emparer du problème de harcèlement institutionnel dans l'Académie de Normandie. Et Catherine Morin-Desailly, donc cette sénatrice, a décidé d'essayer de trouver des explications aux 10 suicides de membres de l'Éducation nationale qu'il y a eu en 6 mois entre septembre et février. J'ai appelé un copain de l'INSERM. Et le copain de l'INSERM m'a confirmé, il dit c'est uniquement des maths, hein, mais si on compte ce qui s'est passé en 6 mois dans l'Académie de Normandie, il y a 400 suicides par an dans l'Éducation nationale, dont l'explication mériterait d'être trouvée. On interpelle la ministre de l'Éducation nationale pour lui demander des enquêtes, et la ministre de l'Éducation nationale répond oui, il faut des enquêtes. Et c'est là qu'il y a un gros problème. On signale dans un registre, on fait des procédures en justice mais qui encombrent le ministère de la Justice. Il faut bien comprendre que tout ça est en train de bloquer toute la machine de tout l'État. Et on a des agents, parce que ce n'est pas l'administration, ce sont quelques agents bien formés à faire ça, qui refusent d'appliquer la loi, qui refusent de faire des enquêtes. Avec derrière ça, bien, des agents qui sont donc là, les quelques 750 dossiers qu'on a aujourd'hui dans l'association de gens dont les familles sont littéralement brisées, dont les vies professionnelles sont brisées. Quand ce n'est pas une mort sociale, c'est une mort physique. Mais il y a au minimum une mort sociale. Quel impact sur la famille? L'impact sur la famille. Il y a bien sûr la victime, l'individu, et puis j'imagine que ça impacte toute la famille, non? On a fait une réunion exceptionnelle vendredi avec un certain nombre d'adhérents qui ont eu le courage de parler dans une sorte de table ronde très encadrée. Et on a eu plusieurs interventions à propos des familles. Alors, alors là, je n'ai pas de statistique, pas encore. Mais dans un certain nombre de cas, bien sûr, la famille explose. Enfin, il est impossible de se retrouver dans des situations pareilles avec un agent qui n'a plus de salaire pendant 2, 3, 4 ans même pour certains d'entre eux. Bien sûr, l'époux ou l'épouse va quitter le navire, c'est impossible. Dans mon cas, il y avait 2 enfants de 2 ans et de 4 ans quand ça a commencé. Quand j'ai fait un appel à l'aide à la proviseure ou au rectorat ou au recteur ou à Madame Caroline Pascal, Madame Caroline Pascal, que vous connaissez parce que c'était l'ancienne chef de l'inspection générale. Aucune réponse. Et je leur disais, mais vous êtes en train de détruire une famille. Et un des agents qui était là m'a dit qu'il connaissait mon inspectrice générale à moi. Et il m'a dit, mais je connais très bien cette dame, elle a brisé des familles. Et c'est là qu'en fait j'ai eu froid dans le dos. Je me suis dit, en fait, ok, c'est bien quelque chose de systémique. Et ce collègue, en fait, a vécu la même chose que moi. C'est-à-dire qu'on a essayé de le mettre au placard une fois pour toutes pour qu'on ne l'entende plus. Ça détruit des familles, ça détruit des enfants, surtout des très très jeunes enfants qui voient leur père, leur mère, mais complètement détruits. On a des gens sous médicaments depuis 5 ans. Le coût pour la collectivité, on en parlera peut-être après, mais cela coûte des centaines de milliers d'euros par agent. Nous, on en est à 750. L'an prochain, je pense qu'on aura 10 000 agents concernés. 10 000 agents, 10 000 agents multipliés par 500 000 euros, ça commence à faire beaucoup d'argent. Beaucoup. Et après, il y aura les demandes indemnitaires, parce que la responsabilité de l'État est engagée. C'est ça le plus grave. Ce n'est pas la faute de l'administration, c'est la faute de certains agents qu'on aimerait bien pointer du doigt. Ils sont peu nombreux. Mais ces agents qui détruisent la vie de certaines personnes, je pense que c'est eux qu'il faut viser et détacher leur faute du service. Pour que ce ne soit pas l'administration sur laquelle on jette l'opprobre. C'est sur des personnes. Ce sont des personnes. À l'image, par exemple, d'une agression dans le métro. Si vous vous faites agresser dans le métro et clac, on voit des gens sortir leur téléphone portable, personne ne va aider. Sauf si on pointe la personne, on dit « Toi, viens m'aider, je suis en train de me faire agresser », la personne sera obligée de venir. Moi, je pense que si on pointait la responsabilité des individus qui nous font ce qu'ils nous ont fait, tout changerait. Et vous avez déposé plainte. Quand est-ce que vous avez réalisé que alerter en fait n'était plus suffisant? Oui, tout à fait. C'est là le pire. J'ai donc déposé plainte au moment où j'avais signalé donc tous les faits, qu'il y a eu des accusations de propos sexistes publiques comme ça dans le mail. J'ai porté plainte tout de suite. Et le secrétaire du lycée a outé ma plainte auprès de tout le personnel du lycée. Et il est venu me voir dans le couloir, il m'a dit « Mais si tout le monde sait que tu es un gros sexiste, et si tu portes plainte, c'est dans toute l'Académie de Paris qu'on ne t'adressera plus jamais la parole, j'y veillerai. » En pointant son doigt vers moi. Ça m'a glacé, ça m'a glacé. Et en fait, ça aussi, ça a participé à mon effondrement. J'ai porté plainte le 4 avril 2021, avec une constitution de partie civile il y a 2 ans. En 4 ans, pas un seul magistrat, pas un seul policier ne m'a appelé. Pas un seul. Je n'ai jamais été contacté par qui que ce soit. 83% des agents qui ont porté plainte n'ont jamais été contactés par quiconque.
Et dans les 17% restants, ils ont été contactés par leur avocat pour qu'on leur dise plainte classée sans suite. C'est assez effrayant. Et ce n'est pas de la faute du ministère de la Justice. Ce n'est pas de leur faute. C'est qu'ils sont submergés de tous les côtés. Comment on remonte la pente? Comment vous avez remonté la pente, vous Comment vous allez aujourd'hui? Ça va très bien, merci. C'est génial de demander ça. La première fois qu'on m'a demandé comment j'allais, c'était mon avocat. C'est le jour où j'ai pris un avocat. Je suis vivant grâce à mon épouse, grâce à mes enfants, grâce aux potes du quartier. Et surtout, je suis vivant parce que j'ai vraiment cru que j'allais sombrer le jour où mon inspectrice générale, dont je vous ai parlé, celle qui brisait les familles, m'a forcé à casser mon arrêt maladie au bout de 2 ans. Et elle a dit, vous retournez à Buffon ou je vous mets en collège, en croyant que c'était une insulte. Ça, c'était en 2023. 2023, tout à fait. Et donc, j'ai dû casser tout seul, sans aucune aide de médecin, mon arrêt maladie, tout seul. Retourner à Buffon, j'ai dit, ah, vous voulez vraiment le faire comme ça? Ok, on va le faire. Là, elle est venue m'inspecter. Bien sûr, elle m'a, vous imaginez bien ce que fait un inspecteur malveillant. Elle m'a défoncé ce rapport d'inspection. Elle m'a noté de manière à ce que je ne puisse plus jamais avancer. Dernièrement, l'inspection générale m'a retiré la coordination d'un jury de gros concours scientifiques pour bien me rappeler, non plus jamais vous ne travaillerez comme vous travailliez avant. Et je m'en suis sorti. Pourquoi? Qu'est-ce que ça change concrètement? Je sais pas, en fait, un prof de prépa, si on le met à la présidence du jury de concours, c'est quand même quelque chose d'extrêmement bien. C'est génial de coordonner un concours, et surtout que moi, c'est quelque chose que je faisais avant. J'étais jury à Centrale Supélec. C'est ma proviseure qui est allée dire des méchancetés sur moi auprès de la direction de Centrale, et Centrale, heureusement, m'a rapporté ses propos. Mais voilà comment on m'a fait perdre le jury de concours central, qui était mon école préférée, qui était pour moi la plus belle école. Là, cette année, on m'a retiré la coordination du jury d'un autre concours, alors que j'avais signé. Et l'inspection générale n'a pas peur de faire ça. Parce que l'inspection générale, en gros, me dit en faisant ça, vous rentrez dans le rang où on vous détruit. Donc l'inspectrice générale me fait revenir dans cette espèce de lieu de souffrance dans lequel j'avais vécu ça. Autant vous dire que l'hostilité des collègues était encore pire qu'avant. J'ai subi là véritablement un harcèlement collectif. Et comment je m'en suis sorti? Eh bien, je m'en suis sorti par le mal. Je m'en suis sorti en arrivant dans ma cité scolaire actuelle. J'apprends que j'ai été muté. J'ai été muté par la ministre. Bien sûr que l'inspectrice générale ne m'a pas muté. C'est la ministre qui m'a muté. Elle me place donc dans mon établissement actuel, où vraiment je vis des jours heureux avec mes élèves. Je me suis dit, bon allez, c'est la fin tout ça maintenant. Tu vas saluer ton équipe d'anglais, tu oublies toute cette sale histoire. Je suis accueilli par une proviseure qui me dit, vous n'allez pas enquiquiner le monde, hein, on sait qui vous êtes. On m'emmène, on me dit, tiens, allez voir votre équipe d'anglais. On m'emmène dans une salle fermée avec un code. On ouvre la porte et dedans, il y avait 5 collègues d'anglais. Et au milieu, la cumularde, la professeure de mathématiques à l'origine de mon harcèlement. Votre harceleuse. Qui était au milieu de ces 5 collègues. En plus, j'apprends au même moment qu'une des 5 collègues d'anglais m'a remplacé à Buffon pendant 2 ans sans jamais me le dire. Ambiance. Je me retrouve littéralement sidéré. Et c'est le lendemain que j'ai vu Pascal. Je raconte ça et là, on a dit, c'est fini là. Plus jamais, c'est fini. Ouais, voilà. Et on a créé l'association. Et en fait, c'est comme ça qu'on a survécu. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on a un vrai sourire, parce qu'on voit des gens, vendredi, on a vu des gens pleurer, c'était très très dur. Mais on se sent utile. On a l'impression de faire quelque chose que l'État n'arrive plus à faire. On aimerait bien que l'État arrive à nouveau à le faire. On veut former les personnels. On ne veut pas que quelqu'un souffre comme Pascal ou Laure ou moi-même ont souffert. Et mes enfants. Alors moi, c'est mes enfants surtout. L'État ne peut pas tout, mais l'État en fait-il assez? Je crois qu'on a la réponse en tout cas, sur ce sujet. C'est l'heure de la loupe, c'est avec Alix. Alix, tu nous parles aujourd'hui du premier podcast dédié à la problématique du harcèlement scolaire. Et oui, ça s'appelle La tête et les épaules. C'est une proposition de l'association Marion la main tendue. Le tout premier épisode est sorti en septembre dernier. On y entend des témoignages forts, ceux de jeunes qui ont été harcelés, de parents, de profs, d'experts, mais aussi de personnalités comme l'animatrice Julia Vignali ou l'ancien ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer. L'objectif est de briser le silence, de mieux comprendre ce que
que le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement sont, et surtout de trouver des solutions concrètes pour y faire face. Parmi les épisodes marquants, il y a le témoignage d'un jeune journaliste harcelé au collège, celui d'une pédopsychiatre qui explique les conséquences psychologiques, d'une enseignante qui forme ses collègues à développer l'empathie, ou encore d'un papa qui raconte ce qu'il a vécu avec son enfant. L'idée, c'est vraiment de donner des clés, de faire bouger les choses et de montrer que le harcèlement, ce n'est pas une fatalité. Ce podcast a été lancé à l'initiative de Nora Tiran, fondatrice de l'association. On l'écoute. J'ai décidé de créer il y a 1 an le podcast La tête et les épaules en partenariat avec Head & Shoulders pour pouvoir mettre en avant des personnalités de la société civile, des experts, pour parler du phénomène de harcèlement. 10 épisodes lors desquels vous pourrez rencontrer d'anciennes personnes victimes qui nous expliquent à quel point le harcèlement a pu les fragiliser mais qu'aujourd'hui elles s'en sortent. Fabrice, un papa que nous avons accompagné, qui nous dit sa détresse en tant que parent, comment accompagner son enfant. Nicole Kathleen, la pédopsychiatre, experte de ce phénomène. Vous avez également la chance de rencontrer Julia Vignali, notre ambassadrice, qui va aller plus loin dans le phénomène de harcèlement et comment ce harcèlement peut se traduire également dans le cadre du travail ou entre adultes. Le ministre Jean-Michel Blanquer, qui était à l'initiative du programme national non-harcèlement, le programme phare, Imanaga, qui a été la conceptrice avec Laurent Boireau, qui nous racontera comment, aujourd'hui, en tant que chef d'établissement, elle peut prendre en charge ce phénomène, comment mettre en place ce programme. Tessae, aujourd'hui chanteuse, compositrice, qui nous parlera de ce qu'elle a vécu au lycée. Elle est également auteure de Frôler les murs. Voilà, 10 épisodes comme un laboratoire, parce qu'il faut avoir la tête et les épaules pour s'en sortir, qu'on soit personne victime, proche, enseignant, et se dire que le harcèlement, c'est pas une fatalité. Voilà, c'est disponible sur toutes les plateformes, c'est gratuit, et n'hésitez pas à les écouter, à les partager. Tous les jours, on peut se dire que c'est ensemble qu'on combattra le harcèlement, et à travers ce podcast, on aura la tête et les épaules pour s'en sortir. Voilà, la tête et les épaules s'adressent à tout le monde, élèves, parents et enseignants bien sûr, parce qu'aujourd'hui encore, 1 élève sur 5 est victime de harcèlement à l'école et ce chiffre ne baisse pas. Guillaume Delaby, Nora Tiran le disait dans cet extrait, il y a aussi un des podcasts qui est dédié au sujet du harcèlement entre professeurs. C'est une bonne ressource, un podcast comme celui-ci, selon vous ? C'est une excellente ressource et en fait les podcasts ont un impact assez important sur le grand public, parce que c'est vrai que le grand public a du mal aussi à comprendre ces enjeux, cette solitude en fait que subissent les agents de l'éducation nationale. Ils sont extrêmement seuls. Il y a une raison à cela en fait, c'est que l'éducation nationale ne se comporte pas comme un employeur normal. C'est-à-dire qu'il devrait être un employeur normal avec une protection des droits, une véritable protection des risques psychosociaux, des préventions, etc. Et tout ça, ça ne se fait pas du tout dans l'éducation nationale. Donc on se retrouve avec une administration qui maltraite ses administrés. Pour ce qui est du harcèlement scolaire, ce qui est absolument fascinant, c'est qu'on rivalise d'annonces originales sur le harcèlement scolaire. Et seules les associations en fait font un travail concret, tout comme Marion l'a entendu. Tout le monde a conscience qu'il y a un problème de harcèlement scolaire. Il faut bien comprendre. On ne pourra pas gérer le harcèlement scolaire si d'abord on ne gère pas le harcèlement entre personnels de l'éducation. Il est impossible de prétendre demander à des jeunes d'être exemplaires. Oui, exactement. On demande aux gens d'être exemplaires, des jeunes de 12 à 18 ans d'être exemplaires, alors que les adultes ne sont même pas capables de dépasser la cour de récré dans leur propre rang. Et c'est ça qui est absolument incroyable. Pour combattre le harcèlement scolaire, il faut commencer par le harcèlement moral entre collègues. Et il faut que l'éducation nationale se comporte comme un employeur sain. Ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Ce sera le mot de la fin. Il faudra revenir parce qu'on a encore beaucoup de choses à dire. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup de porter. C'est un plaisir de vous écouter. Guillaume, on espère vous revoir très bientôt. Guillaume Delaby, professeur d'anglais en classe prépa aux grandes écoles au lycée Saint-Louis. On les salue et président de l'association Helpen, Éducation nationale, on l'aura compris. Alix, on se retrouve demain. À demain. Excellente journée. À très bientôt, Guillaume. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux.